vivons sur une planète très violente. Des milliers de volcans en éruption bombardent constamment la surface de la Terre de roches en fusion. Mais le paysage de notre monde est à l'image de cette violence, ainsi qu'en témoignent ces montagnes de lave refroidie. Cette chaîne de montagnes, les trappes du Décan de l'Inde occidentale, a été formée à la suite d'une série d'éruptions gigantesques qui ont recouvert le subcontinent de roches en fusion. Pourquoi la fusion de la Terre a-t-elle produit de telles quantités de lave? En cherchant la réponse, nous avons fait une découverte qui a bouleversé notre conception de la formation de la surface terrestre. Le département des sciences de la Terre de l'Université de Cambridge contient une partie du formidable dossier concernant le passé violent de la Terre, laborieusement édifié par les géologues qui ont patiemment fouillé les vestiges de l'histoire de la Terre. Lorsqu'on se demande comment sont générées les roches en fusion qui forment la plus grande partie de l'écorce terrestre, ces collections gardent un silence obstiné. Mais à présent, le professeur Dan Mackenzie, un géophysicien de Cambridge, a une nouvelle théorie fort intéressante. Depuis le début des années 80, ces idées révolutionnaires ont donné un nouveau souffle à ces vieilles collections de roches. Et les géologues sont en pleine effervescence. Je me rappelle la première conférence de Dan sur le sujet. Il y avait une ambiance très animée chez les chercheurs. Dan a mis fin à ces interminables séances de classification des roches et a mis de l'ordre dans une section de la géologie qui en manquait beaucoup. The key to understanding melt generation within the Earth is to understand the physical processes involved. Historically, this is not the approach that geologists have used to understand volcanism. If we're to do this, we must Mackenzie avait réalisé que pour les géologues, l'arbre cachait la forêt et qu'il s'était laissé tromper par l'extrême variété et la précision des phénomènes volcaniques. Il était convaincu que l'explication était d'une simplicité fondamentale et pouvait s'exprimer avec toute la rigueur d'une équation mathématique. Ce qui différencie le physicien du géologue, c'est qu'il s'efforce de rechercher la forme la plus simple d'un système tout en conservant les caractéristiques qui l'intéressent. Ce faisant, on se débarrasse de complications qui sont accessoires et qui ne sont pas le fond du problème. Le fond du problème est celui-ci. Pourquoi la Terre fabrique-t-elle autant de roches en fusion? Bien que les volcanologues connaissent bien ce qui se passe dans la croûte terrestre, juste au-dessous du volcan, Mackenzie a voulu découvrir ce qui se passait plus profondément sous la Terre, à la racine même du volcan. Il se proposait de révéler ce qui se passe en profondeur, là où l'homme n'avait jamais creusé, dans la région que les géologues nomment le manteau de la Terre, et d'où provient, en fin de compte, le magma. Comme c'est souvent le cas dans le monde scientifique, le premier indice fut un paradoxe. En 1964, un grand tremblement de terre ravagea la côte pacifique de l'Alaska. Les fonds marins se soulevèrent de plusieurs mètres, créant un gigantesque raz-de-marée. Des ondes de choc parcoururent des milliers de kilomètres, du centre de la Terre vers les sismographes du monde entier. Les ondes de choc donnèrent aux sismologues des indications précieuses sur le manteau.
Pour que les ondes se propagent à une telle allure, sur de telles distances, le manteau devait être dur comme le roc. Il n'y avait pas, dans le manteau, de grands lacs de lave qui attendaient la prochaine éruption. Voilà qui posait problème à des chercheurs comme Keith Cox d'Oxford et au professeur Asit Joly, paléontologue à l'université de Chandernagore. Depuis 20 ans, Keith Cox se rendait régulièrement en Inde pour étudier les trappes du Décan, l'une des plus grandes formations volcaniques du monde. So what's the route? Boom, 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 boom. What we're going to do is we grab a bite somewhere. I think we've had a pretty good idea for some time. Nous savons depuis longtemps que les trappes du Décan qui forment les Ghats, la chaîne de montagnes de la côte occidentale de la péninsule indienne, sont en majorité formées de lave basaltique provenant du manteau de la Terre. Il y en a plusieurs millions de kilomètres cubes. Malgré sa solidité, le manteau est manifestement capable de fabriquer de grandes quantités de roches en fusion. Mais comment ? Ce n'est pas le seul endroit où l'on trouve d'énormes dépôts de lave refroidie en provenance du manteau. C'est ce qu'a découvert le professeur Bob White en faisant la cartographie des fonds marins de l'Atlantique Nord. Nous sommes revenus avec 1 millier de cassettes. Chacune d'elles contient une demi-heure de données sismiques. Et on a mis longtemps à tout analyser. En fait, il a fallu à une équipe de 3 universités différentes près d'1 année avant d'obtenir les premiers résultats. Et ce sont des données sismiques que nous avons enregistrées après avoir provoqué une explosion sous-marine et dont nous avons enregistré l'écho grâce aux récepteurs de notre bateau. D'après la vitesse à laquelle se propage le son, on peut déduire quelque chose sur la densité des roches. Bon, Sue, on est sur le lecteur 2, examinons ces données. Les résultats nous ont surpris. La vitesse du son était plus grande qu'à l'ordinaire. Et le fait que le son se propageait plus vite signifiait que la densité des roches était plus élevée. Il y avait un élément nouveau au bord du continent, à l'emplacement de la faille. Nous avons calculé qu'il y avait là environ 10 millions de kilomètres cubes de roches fondues. Personne n'en connaissait l'existence parce qu'elles sont sous l'eau. Il a fallu attendre l'avènement de la géophysique sous-marine pour qu'on les découvre. Il fallait expliquer la présence de ces 10 millions de kilomètres cubes et ça fait beaucoup. Mackenzie voulait percer ce brouillard d'ignorance et expliquer comment une telle quantité de lave avait pu sortir du manteau solide. Ce serait une épreuve longue et difficile. Il orienta ses recherches à partir d'une précédente révolution géologique à laquelle il avait contribué, jeune homme, en étudiant la répartition des tremblements de terre pour élaborer la théorie de la tectonique des plaques. Nous pensions alors que le monde consistait en une série de plaques rigides qui s'emboîtaient comme une mosaïque. Nous avons étudié les cartes des tremblements de terre et leur emplacement. Comme vous le voyez, ces séismes se situent en bordure de ces plaques de couleur et ils ont une activité relative dans tous les coins du monde. La tectonique des plaques montre que l'écorce terrestre est en mouvement perpétuel. L'écorce terrestre chevauche les plaques rigides qui se créent constamment au niveau des dorsales océaniques. Ces plaques sont détruites lorsqu'elles s'enfoncent dans le manteau situé au-dessous d'elles. Aux yeux des chercheurs, cette théorie présentait encore un paradoxe. Comment le manteau solide de la Terre pouvait-il s'accommoder des mouvements des plaques? Frank Richter, géophysicien de Chicago, s'était penché sur ce problème. Au début des années 70, en collaboration avec Dan Mackenzie, il avait entrepris une série d'études pour découvrir ce qui se passait à l'intérieur du manteau. Les sismologues ont longtemps affirmé que le manteau de la Terre est solide et qu'il transmet des ondes élastiques. D'autre part, la tectonique des plaques nécessite que l'intérieur soit également déformable. Si les plaques s'enfoncent dans le manteau, il faut que quelque chose leur fasse de la place. Il y a là un paradoxe. D'un côté, c'est du solide et de l'autre, il faut que cela puisse couler. Mais ce n'est pas vraiment un paradoxe. On peut illustrer le propos en prenant par exemple cette pâte à modeler. Elle est élastique, elle rebondit comme une balle de caoutchouc. Mais si je la frappe comme je frapperais une roche, elle éclate. Si je ne traite pas ce matériau violemment,
Si je le traite à une échelle temporelle très lente, comme le temps géologique, il n'éclate pas du tout. En fait, il coule. Mais à une échelle temporelle plus rapide, comme les ondes sismiques, il éclate. Ce matériau solide est capable de couler. Il faut chercher à mieux connaître ses mouvements. Quels sont ces mouvements à l'intérieur de la planète? Telle est la question à laquelle il faut répondre en utilisant les bacs que nous avons conservés au sous-sol. Dans ce laboratoire, nous avons toujours les bacs que nous avions au début des années 70. Bien entendu, on les utilisait parce que les ordinateurs n'étaient pas encore assez puissants pour étudier un mouvement à 3 dimensions, un flux tridimensionnel. Si on avait un problème à 3 dimensions, comme un courant situé sous une plaque, on n'avait pas le choix. On utilisait un bac au travers duquel on regardait ce qui se passait. Le couvercle et le fond sont transparents et on observe l'action générée par le courant. Le matériau utilisé pour simuler le manteau solide dans le laboratoire est importé tout spécialement d'Angleterre. Dans le bac plein de mélasse, chauffé par en dessous, comme dans le manteau, la convection s'opère. Les zones chaudes se soulèvent, puis refroidissent, puis se soulèvent à nouveau. Bien sûr, si nous étions dans le manteau, ce serait de la roche solide qui coulerait. Les résultats ont été enregistrés grâce à la photographie accélérée. En voici un exemple. Vu d'en haut, les courants de convection suivent un mouvement compliqué. Le courant s'organise en cellules recentrées sur des panaches de matière chaude qui s'élèvent, entourées de zones plus froides qui s'enfoncent. Grâce à d'autres simulations par ordinateur, on a pu voir à quoi ressembleraient ces panaches, ici indiquées en rouge, sous la Terre. Les courants obtenus n'étaient pas ceux de la tectonique des plaques. Il s'agissait de panaches qui s'élevaient, puis qui s'enfonçaient, mais ils étaient isolés des mouvements à la surface. So the motions in the mantle consist of 2 types of flow. There's the plate motions across the top, like that, which have been known about for a long time, and then underneath that there's also an independent circulation of rising and sinking regions. And this circulation underneath is actually driven by hot material coming up like that, rising up. Nous avons commencé à chercher ces courants, surtout dans les océans. Mais on s'est très vite rendu compte qu'ils étaient en rapport direct avec la formation d'îles volcaniques comme Hawaï. Pendant fort longtemps, les géologues se sont demandé si le chapelet d'îles volcaniques d'Hawaï, isolé au milieu de l'océan Pacifique, provenait d'un point chaud situé en dessous. Richter et Mackenzie ont démontré que ces points chauds, ou panaches, étaient la conséquence naturelle de la convection au sein du manteau. La roche du manteau, à la surface du point chaud, pouvait chauffer suffisamment pour commencer à fondre, et une fois fondue, pouvait percer la plaque et entrer en éruption. On entrevoyait l'hypothèse selon laquelle l'activité superficielle des volcans pouvait être liée au manteau de la Terre. Mais pour Mackenzie, il manquait un chaînon d'une importance capitale. La majorité de la roche en fusion qui fait irruption à la surface n'est pas uniquement concentrée sur les îles d'Hawaï, mais aussi de part et d'autre des dorsales océaniques, c'est-à-dire l'énorme chaîne de volcans sous-marins qui fait le tour de la Terre. Ces volcans projettent constamment des jets de lave qui forment une nouvelle croûte océanique, ce qui force les plaques à s'écarter. L'importance de ces dorsales est telle que leur formation ne peut pas s'expliquer uniquement par la présence de panaches isolés. Mackenzie comprit qu'il fallait adopter une nouvelle démarche. Les géologues ne savaient pas grand-chose sur les roches formant le manteau, mais depuis de nombreuses années, les chercheurs avaient fait des études sur les quelques rares fragments qui étaient arrivés à la surface. Peut-être y avait-il là un commencement de réponse. J'ai là un fragment du manteau, dans ce nodule qui provient d'un volcan en Afrique australe. Nous allons tenter de convaincre ce matériau qu'il se trouve en ce moment dans le manteau, afin d'observer quel y serait son comportement.
Pour cela, je l'enferme dans cette petite capsule de graphite et pour générer la chaleur, je le mets dans ce petit tube de rhénium. Ensuite, je branche un courant fort comme celui du chauffage électrique que vous avez à la maison. Et je le pressurise en le plaçant dans ce dispositif de pressurisation pour céramique. Je place le tout entre 8 cubes de carbure de tungstène. Le carbure de tungstène est très puissant. Il faut écraser les cubes afin de concentrer toute la pression sur le fragment qui est au milieu. La machine utilisée pour générer la pression nécessaire est celle-ci. Ici, vous avez les 8 blocs de carbure de tungstène agencés de manière à pouvoir mesurer la température au milieu. À présent, nous enclenchons ces 3 points de serrage afin de générer la pression. Traditionnellement, on fait cette opération dans une machine qui fait 5 mètres de haut sur 2 mètres de large, fabriquée par les Japonais. Et un professeur américain nous a construit celle-ci l'an dernier. Elle fait le même travail et elle est plus facile à manier. Le problème, c'est que certaines pièces sont très lourdes et il faut être fort comme un Turc. Certaines manipulations sont minutieuses, il faut avoir des doigts de fée, et personne ici n'a tout ça en même temps. 2 éléments déterminent le moment où le manteau va fondre, la température et la pression. Si l'un d'eux subit une modification, il se peut que la roche commence à fondre. L'échantillon est dans la machine et la pressurisation est en route. Petit à petit, on obtient une pression équivalente au poids de 1600 camions d'une tonne reposant sur ce cube. Ensuite, on le chauffe jusqu'à ce que la roche soit en fusion et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Cette expérience a montré que la fusion du manteau est un problème d'ordre microscopique. La roche est un mélange complexe de minuscules cristaux, l'olivine et le pyroxène. Elle ne comporte aucun point de fusion particulier. Même si la fusion s'opère, la plus grande partie de la roche reste à l'état solide. Les petites quantités de roches en fusion qui sont produites, ici représentées en noir, se rassemblent en de petites poches le long de la frontière des cristaux et sont réparties également dans la roche restée solide. Voilà pourquoi les sismologues avaient toujours constaté que le manteau était solide. Il l'était en grande partie. Mais une chose restait mystérieuse. Si le magma formait des poches microscopiques, comment arrivait-il en quantité suffisante pour alimenter les éruptions gigantesques que l'on observait à la surface? Pour obtenir une quantité suffisante de magma, il fallait que les poches de roche en fusion d'une énorme partie du manteau soient très rapidement extraites. Le géophysicien Vincent Courtillot a mesuré la rapidité de ce processus. En 1983, tandis qu'il essayait de dater la formation de l'Himalaya, il a fait une découverte fortuite en utilisant les techniques paléomagnétiques. Nous avions des données sur le nord de la chaîne tibétaine et nous cherchions à nous renseigner sur le sud. Le meilleur endroit semblait être les trappes du Décan car, d'après nos documents, ils avaient l'âge requis. Apparemment, leur formation datait de la période comprise entre 80 et 30 millions d'années avant notre ère. Nous y sommes allés, nous avons creusé et nous avons extrait ces roches basaltiques que nous avons mesurées avec un magnétomètre. Lorsque nous sommes retournés au laboratoire, la première chose que nous avons faite, c'est de mesurer le magnétisme du fragment. Il suffit de l'insérer dans le magnétomètre et de rechercher sa polarité, inversée ou normale. Dans l'histoire de la Terre, il arrive parfois que le champ magnétique change. Le nord magnétique devient le sud magnétique. Quand la lave refroidit, les minéraux magnétiques qu'elle contient se rassemblent dans la direction du champ prévalent. Une série d'éruptions de lave réparties sur une longue période comprendrait différents courants indiquant chacun une polarité différente. Nous pensions que ces échantillons auraient une polarité inversée à plusieurs reprises. Dans une époque couvrant des dizaines de millions d'années, la polarisation s'inverse des dizaines de fois. Mais à notre grande surprise, la polarité de ces roches était pratiquement la même sur toutes les couches, du haut jusqu'en bas. Ce qui voulait dire que la totalité de la lave avait été projetée sur une période très courte, moins d'1 million d'années, c'est-à-dire 100 fois moins que ce que nous pensions. Comment la lave s'achemine-t-elle si vite à la surface? Le problème de l'arrivée du magma en surface présente 2 difficultés. D'une part, il faut qu'en profondeur la roche soit en fusion et surtout qu'elle puisse s'acheminer de l'intérieur de la Terre jusqu'à la surface.
Le deuxième aspect du problème est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'à l'origine, personne n'aurait même envisagé qu'il y ait un problème. De manière intuitive, on sait que la matière en fusion est plus légère que les matériaux environnants et que par conséquent, elle peut avoir tendance à s'élever naturellement hors de la roche qui la contient. Mais je vais vous donner un exemple très simple d'une situation où on verse un liquide léger, par exemple de l'eau dans un moule de quartz plus dense. Je verse le liquide. Et nous avons les ingrédients suivants. Une couche de quartz saturé de liquide léger dans un moule plus dense. Le liquide ne remonte pas naturellement. Pour quelle raison? Parce que le liquide, en remontant, laisserait des espaces vides. Et ce n'est pas possible. Il faut donc que les solides se déforment afin d'envahir les espaces occupés par le liquide. Encore faudrait-il que dans la phase dont nous parlons, la phase où la matière solide est en fusion, il y ait une interconnexion entre les espaces vides. On a plusieurs possibilités. D'une part, et c'est une métaphore, on utilise un fromage de gruyère. Ceci représente la chambre d'expansion. Si les chambres sont isolées, ce n'est pas en tordant le fromage que la matière en fusion va sortir du système. L'alternative est l'éponge. Les espaces vides sont saturés de liquide, mais ils sont reliés entre eux. Le poids des roches environnantes fait pression sur eux et le liquide peut s'échapper grâce à cette interconnexion. Et ceci nous amène à de nouvelles questions. À quoi ressemblent les roches du manteau? À du gruyère ou à une éponge? Comment savoir à quoi ressemble le magma alors qu'il est au cœur du manteau? Dan Mackenzie est venu à Chicago pour faire son enquête. Je voulais faire mes recherches hors de mon territoire habituel pour faire la synthèse de tous mes sujets de réflexion. J'étais sur la bonne voie, mais j'avais besoin de tranquillité pour travailler, sans coup de téléphone. Dan, je peux te parler 2 secondes? Autant dire une demi-heure. Et sans toutes ces contraintes qui vous achèvent. Chicago est une grande ville, mais il y a une excellente bibliothèque au laboratoire d'Argos, tout près de l'université. J'ai pu me procurer tout ce dont j'avais besoin. Mackenzie devait s'embarquer dans une formidable recherche de documents. Il était sûr de trouver des indices dans les travaux d'autres chercheurs dans des domaines aussi différents que la physique nucléaire ou la métallurgie. Cela ne change pas grand-chose que l'on s'intéresse à la physique à l'intérieur de la Terre ou à l'intérieur d'un réacteur, ni que l'on essaie de poser son B-52 sur une plaque de glace. Cela n'a pas d'importance. Si on comprend un phénomène, on peut exploiter sa découverte dans tous les domaines. Je ne voulais surtout pas avoir à réinventer la roue. Il fallut s'atteler à une montagne de documents déterminants, et cela en pleine canicule. Il faisait 35 degrés et il y avait 90% d'humidité. J'ai passé 3 jours d'enfer à faire des photocopies dans cette chaleur. Pendant cette période, je n'avais même pas l'énergie mentale de lire ce que je copiais. J'étais comme un zombie. J'ai tout photocopié et tout rapporté. Mais c'était fantastique, ils avaient tout. L'intuition de Mackenzie s'est révélée exacte. Les métallurgistes avaient déjà découvert que l'on pouvait simplifier la question à l'extrême. Il suffisait de connaître l'angle formé par le coin d'une chambre d'expansion. Here are 2 crystals in contact with the melt. And this angle here, which is called the dihedral angle, it's called theta, is actually a property of the system. Dans tout matériau partiellement fondu, qu'il s'agisse d'une roche ou d'un métal, les chambres d'expansion ont une forme et un angle dièdre caractéristique. Lorsque cet angle est supérieur à 60 degrés, le magma se rassemble dans des chambres isolées.
Dans cette diapositive, au microscope, ce sont les zones en noir. Mais quand l'angle dièdre est inférieur à 60 degrés, le magma se répartit vers les bords des grains solides, reliant ainsi toutes les poches séparées. Now, in 3 dimensions, you can see it more clearly if you dissolve away the matrix chemically, the crystals, and then you can see that the melt channel forms this interconnected network in 3 dimensions. Now, this is for a dihedral angle of less than 60 degrees. Si le magma du manteau ressemble à ceci, la pression des roches avoisinantes doit le faire sortir des bordures des cristaux solides. L'expérience a montré que, dans les roches du manteau, l'angle dièdre est presque toujours inférieur à 60 degrés. Le manteau ne se comporte donc jamais comme du gruyère, mais toujours comme une éponge. Et en se tordant comme une éponge, il peut faire sortir complètement le magma. Bien sûr, si le magma sort de la roche solide, c'est uniquement parce que, comme la pâte à modeler, celle-ci se répand dans les espaces vides laissés par le magma. Mackenzie a réalisé que ce phénomène de 2 matériaux coulant dans le même espace était connu des physiciens et que l'on pouvait l'expliquer mathématiquement. And that is really the key to understanding the physics. From that point, we can then start to write down the equations, which actually govern the movements of these 2 interconnected networks and the interaction between them. Mackenzie avait simplifié le processus. Il pouvait à présent décrire la génération et les mouvements du magma en termes mathématiques. Au début, ces équations contenaient tous les facteurs susceptibles d'avoir un impact, comme la viscosité et la puissance de la chaleur. Mais son bon sens lui permit bientôt de simplifier encore davantage. Now, these equations are pretty horrible. But if we require these equations to look the same, whether I, the observer, am standing still or whether I'm walking, then they simplify dramatically because we can throw away most of the terms. When we've done that, we're left with something which is really perfectly okay and which we can solve. Mackenzie publia enfin un article intitulé « Génération et compaction des roches partiellement fondues ». Les gens ont été horrifiés en lisant mon article à cause du nombre d'équations. Mais les géologues réalisèrent bientôt que ces équations étaient une fenêtre sur l'intérieur de la Terre. Elles renfermaient un monde nouveau qui ne demandait qu'à être exploré. Tout le monde se mit à expérimenter sur ces nouvelles données si intéressantes. On pourrait penser que le magma traverse les cristaux de façon uniforme, mais ce n'est pas du tout le cas. Il s'achemine en zone sphérique d'un rayon d'1 kilomètre ou moins. La totalité du magma est aspirée et projetée à une vitesse folle à travers la zone de fusion. David Scott, géophysicien à Oxford, a orienté ses recherches sur les zones que l'on nomme poches d'expansion solitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont chacune un comportement solitaire. Si on a plusieurs poches de différentes tailles qui s'élèvent à des vitesses différentes, elles entreront en collision, mais elles conserveront leurs propriétés malgré cette collision. Au départ, si on a 3 poches de tailles différentes en bas du conduit, après une série de collisions compliquées, ce sont toujours 3 poches de tailles différentes qui émergent du conduit. Sur Terre, ces poches peuvent atteindre la surface de la Terre à des milliers d'années d'intervalle pour former des chaînes de volcans très compactes. Sur les îles d'Hawaï, par exemple, elles sont constituées par 6 volcans indépendants. L'un d'eux correspond peut-être à une de ces poches solitaires. Mais la découverte la plus étonnante énoncée dans les équations de Mackenzie est sans doute le fait que la fonte des roches est causée non par une augmentation de la température, mais par une diminution de la pression. Now, a much more familiar setup is boiling, which occurs due to pressure release. And if I take
this fizzy water and release the pressure, you'll see that the carbon dioxide boils out. And this is essentially exactly the same effect as you get with melting beneath the ridge. Débouchonner le manteau doit donc provoquer la fonte des roches. Cette idée est parfaitement illustrée, non pas dans les volcans, mais dans les villes d'eau d'Allemagne. Depuis 2000 ans, l'eau gazeuse minérale de Bad Nauheim fait vivre ses habitants très confortablement. Maintenant, les chercheurs en ont fait un sujet d'étude. Ce ne sont pas ces propriétés curatives qui intéressent les chercheurs. Erika Grieshaber et Leonora Hocke ne sont ici que pour l'hélium. Mais pas n'importe quel hélium. Elle recherche un isotope de l'hélium très particulier, l'hélium 3, que l'on ne trouve que dans le manteau. We have come down to sample the gas of a mineral water, and we actually take the sample as close as the wellhead as possible. The gas from the mineral water is separated by means of a funnel, and this helium gas is stored in a copper tube like one of these. Das ist gut? Ja, ist gut. Ich mach's einfach weiter. Ja. Okay. Cet échantillon de gaz est envoyé pour analyse au professeur Keith O'Niens du laboratoire de l'université de Cambridge. Il semblerait que c'est un étirement ou une extension de la lithosphère à la surface qui provoque la fonte des roches et la formation du magma dans le manteau. La première quantité de magma absorbe l'hélium et le dissout. Et lorsqu'il se déplace, l'hélium se déplace avec lui. Même si la quantité de magma est infime et qu'elle ne représente qu'1 %, un signal clair se manifestera en surface. L'hélium 3 nous indique de façon très fiable que les roches du manteau sont en fusion. Pour savoir si l'échantillon contient de l'hélium 3, on analyse le gaz grâce à un spectromètre. L'échantillon est ionisé. Les ions polarisés passent par un électroaimant qui les fait basculer vers des détecteurs capables de déceler la présence d'hélium 3. Effectivement, la pointe jaune à gauche indique la présence d'hélium spécifique au manteau, ce qui signifie que des roches sont en fusion en profondeur, même s'il n'y a pas de lave en surface. Et dans la région de la vallée du Rhin, la plaque européenne subit un étirement de part et d'autre de la vallée, ce qui amoindrit la résistance de la plaque. En conséquence, la masse solide du manteau s'élève un peu et il y a une légère décompression. D'après les équations de Mackenzie, cette décompression provoque une légère fusion. L'hélium dégagé remonte à la surface et c'est ce qui se passe ici. Dans tous les autres endroits d'Europe où la plaque est étirée, le professeur O'Niens a détecté la présence d'hélium à la surface. Si ce processus devait continuer, la plaque s'étirerait davantage, puis se scinderait et cette faille donnerait naissance à une nouvelle fosse océanique et à une nouvelle dorsale. Le manteau remonterait à la surface. Si cela arrivait, la quantité de magma serait énorme, le maximum que la seule décompression puisse produire. Les équations de Mackenzie ont prédit exactement quelle serait cette quantité. Nous savons que la croûte océanique est épaisse de 6 ou 7 km. On calcule cette quantité grâce au mécanisme de dépressurisation. C'est d'ailleurs l'un des grands succès de cette entreprise d'avoir compris que la croûte océanique devait toujours avoir la même épaisseur. C'est là une observation qui avait été faite dans les années 50, mais personne n'avait jamais réellement compris ce qu'elle impliquait.
À ce moment-là, j'ai compris que nous étions sur la bonne voie. Et d'autres phénomènes allaient aussi pouvoir s'expliquer grâce à mes équations. Qu'en est-il de la découverte du collègue de Mackenzie, Bob White, tandis qu'il faisait une analyse sismique de l'Atlantique Nord? L'étude avait révélé que sous l'écorce, il y avait un énorme dépôt de lave solidifiée qui faisait plusieurs fois la taille des Alpes européennes. Une telle quantité ne pouvait être le seul fait de la décompression, même dans un endroit où la plaque avait été scindée en deux parties. La clé du mystère fut découverte dans une étude plus ancienne sur la convection du manteau. En additionnant ce que l'on savait déjà sur les panaches aux nouvelles données concernant le rôle des mouvements de la plaque sur la formation de magma en décompression, Mackenzie fit la synthèse de ses théories géologiques et ses travaux eurent un grand retentissement. On savait déjà que les plaques du manteau pouvaient se séparer. La poussée ascendante du manteau et la fusion des roches qui en résultent produisent 6 à 7 km de lave. Mais Bob a mesuré 15 à 20 km de lave refroidie aux frontières de l'Atlantique Nord. Pour en fabriquer une telle quantité supplémentaire, le manteau était forcément plus chaud lors de la dépressurisation. Nous en avons déduit qu'il y avait forcément un panache juste en dessous, contenant du magma provenant du manteau, et que cette lave supplémentaire était causée par la présence du panache. Les travaux de Mackenzie et d'autres chercheurs ont montré que la quantité de magma fabriquée lors d'une faille est très sensible à la température. Quand le Groenland s'est détaché du nord-ouest de l'Europe, il y avait un panache en dessous. La température y est de 100 à 200 degrés plus chaude qu'à l'ordinaire. Voici une reconstitution des continents avant leur séparation. Le Groenland est rattaché à la plaque continentale au nord-ouest de l'Europe, puis il se sépare, ce qui donne naissance à cette chaîne de montagnes volcaniques, des roches ignées sur toute la faille, indiquées ici en noir. White et Mackenzie affirment également qu'un mécanisme similaire pourrait être à l'origine d'autres formations basaltiques, comme les trappes du Décan. Keith Cox a rassemblé des preuves remarquables concernant l'existence jadis d'un panache situé sous l'Inde. J'étudiais les fleuves qui bordent les Ghats occidentaux. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils prennent leur source environ à 50 km de la côte ouest. Mais ils s'éloignent tous de la mer et traversent l'Inde vers l'est. Je me suis aperçu que l'Inde avait la forme d'une énorme moitié de dôme. Les fleuves coulent de part et d'autre de ce dôme. Mackenzie et White m'avaient envoyé leur article avant sa publication, dans lequel ils suggéraient qu'il y a 65 millions d'années, lors de l'éruption du Décan, il y avait un panache sous l'Inde. J'ai voulu voir si les dimensions de leur panache correspondaient à celles du dôme autour duquel s'agençait mon réseau fluvial. Cela s'enclenche parfaitement. Cela prouve presque irréfutablement qu'un panache situé sous l'Inde a provoqué l'ascension de la plaque. Et l'extraordinaire dans tout ça, c'est que le dôme existe encore dans sa forme originale dans ce réseau fluvial. L'automne dernier, Keith Cox est retourné aux trappes du Décan avec le paléontologue Asit Joly. Ils ont découvert que durant une période de 65 millions d'années, l'érosion des fleuves sur les roches basaltiques avait forgé des gorges spectaculaires. You can see the basalt flows beautifully from here, but that waterfall itself is a fossil from that period. The extraordinary thing is, the water that comes over that goes down into this valley of the Vena, and instead of going towards the sea, which is over there, it goes quite in the wrong direction for something like 800 kilometers before it gets into the Bay of Bengal. It's odd. It's really an astonishing thing, and all the rivers around here do that. Il y a 65 millions d'années, l'Inde était une île isolée qui dérivait lentement vers le nord, vers l'Asie, lorsqu'elle a buté sur un panache. La poussée du panache a formé un dôme énorme de 2000 km de large sur 2 km de haut. L'extrême tension de la plaque a sans doute provoqué son éclatement et le magma du manteau, anormalement chaud, s'est accumulé sous la surface.
La décompression a provoqué l'éruption d'énormes quantités de lave qui, en retombant sur les flancs du dôme, ont donné naissance aux actuelles trappes du Décan. Puis le dôme s'est scindé en deux parties, créant une nouvelle fosse océanique. Par la suite, les plaques ont encore bougé, emportant la partie occidentale qui a formé les Seychelles et la nappe d'eau peu profonde qui les entoure. Le reste du dôme, maintenant recouvert de lave solidifiée, s'est détaché du panache d'origine et est entré en collision avec l'Asie, ce qui a donné naissance à l'Himalaya. Nice, isn't it? And that's Elphinstone Point over there. This is the real main escarpment of the Western Ghats. I must say, that's very impressive. It's only very recently that we've had all these interesting, compelling new hypotheses about how these enormous flood basalt provinces actually originate. I see. The individual lava flows here are what makes this pajama-striped landscape. Each of those stripes represents an individual eruption of basalt lava. And these things probably came out at, well, a few hundred years or perhaps a few thousand years apart. Now, every one of those individual flows represents an eruption which is orders of magnitude bigger than anything we have in the historical record, things like Mount St. Helens. And in the province as a whole, there were hundreds of these. The nice thing about these road cuts is you get such a beautiful exposure of the basalts. I mean, there's that massive one up there with the columnar joints. Look here. This is where the paleomagnetic people have been using their drill to take out their samples. But, have a look at it. It's not very interesting looking. It's just a fine-grained grey material, rather hard, makes good road metal. But if we were here at the time, when this was coming along, I mean, it represents a great flood of liquid, bright red hot, approaching across the plain towards us. What sort of temperature do you think you'd have? Oh, it'll be at 1150 degrees centigrade or something like that. Much? Yeah. Environmentally, the important thing is all these gases that are being emitted is going to spread on a global scale. Ces éruptions ont dû avoir un effet dévastateur sur la vie terrestre. Entre les couches de lave, le professeur Aziz Joly a découvert les vestiges fossilisés des créatures préhistoriques qui ont assisté aux éruptions du Décan. Nous n'avons pas trouvé de fossiles dans les coulées de lave proprement dites, mais dans les roches qui se trouvent entre deux coulées, nous en avons découvert un certain nombre. Par exemple, vous avez là un œuf de dinosaure. Et en le regardant attentivement, vous voyez que c'est un morceau de coquille d'œuf. En suivant une courbe imaginaire, vous arriveriez à reconstituer un œuf de la taille d'un petit ballon de football. Quand les éruptions du Décan ont commencé, les dinosaures peuplaient encore la Terre. Quand les éruptions furent terminées, il n'y en avait plus aucun. Il y a 65 millions d'années, en l'espace d'un infime instant en temps géologique, eut lieu la plus grande éruption volcanique en 200 millions d'années de l'histoire de la Terre. En même temps, l'extinction des dinosaures et des autres espèces, la plus grande extinction jamais enregistrée depuis 200 millions d'années. Une coïncidence plutôt surprenante. À 10 ou 15 reprises dans l'histoire de la Terre, un nombre d'espèces impressionnant disparaît à intervalles de temps assez rapprochés. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à chacune de ces extinctions correspond une coulée de basalte. J'aimerais penser qu'il y a là une relation de cause à effet.
Si les éruptions du Décan ont détruit les dinosaures, c'est parce que d'énormes quantités de lave ont jailli à une vitesse folle. Les équations de Mackenzie expliquent tous ces phénomènes. La décompression fait immédiatement fondre le manteau et le magma est rapidement projeté à la surface sous forme de lave. Celle-ci vient s'ajouter à la croûte terrestre. Les équations décrivent la manière dont notre planète s'est formée. Mais pas seulement notre planète. Magellan, le vaisseau spatial de la NASA, nous a récemment renvoyé des images radar de Vénus. Après les avoir examinées avec son ami Frank Richter, Mackenzie est certain que ces équations peuvent s'appliquer à d'autres planètes. Probably not. It probably actually was a channel open at the surface, I think, because the surface temperature is much higher. This is 500 degrees centigrade. So, I mean, do you think it's still active, this volcano? Oh, yeah. Oh, I'm sure. How do you prove that? Oh, I can't prove it, but I'm sure it is. And there's just melt everywhere. Is this like Earth? You can see lots of things on this planet that you can see on the Earth, yes. And I mean, we have enough understanding of the melt process to actually use that straight away on Venus. And this is tremendous because, I mean, it's a whole new planet to look at. And it's really a great piece of luck that we've just got to the stage where we can relate these surface features of melt to the convective processes underneath. And we've developed all this on Earth. And now we can use it really without any modification to understand a lot of features on Venus just straight away. I mean, they're all rushing off and trying to use it just like that. I think this is wonderful. S'il y a un enseignement à tirer des travaux de Mackenzie, c'est qu'une idée essentiellement simple peut expliquer toute une série de phénomènes géologiques, de la formation de bulles dans l'eau minérale à celle d'une chaîne de montagnes en Inde. Des événements qui ont changé le cours de l'évolution aux forces qui sculptent le paysage d'une planète. Un géologue de renom parlait d'un dialogue avec la Terre. Si les roches parlent une langue, alors les équations de Mackenzie en sont la grammaire. À présent, les géologues n'ont plus qu'à écouter. So you can see how much more we've been able to understand by applying physical principles to the melting processes in the mantle, and how much further you can get in this way than you can by waving your arms. Thank you.